Bon, eh bien, bonjour à toutes et tous. Il est 11 heures, ça y est. Donc, officiellement, je peux vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. On est ravis de vous accueillir dans ce premier numéro de 2025 avec ma collègue Juliette Boutin, qui est chargée de l'action territoriale et action culturelle, avec qui j'organise ce numéro en binôme. Moi-même, Emmanuel Royon, donc je suis chargée de mission pour le patrimoine à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture. Ça fait maintenant 2 ans et demi, je crois, qu'on organise ce numéro. Donc, on est vraiment content que vous soyez aussi nombreux pour le premier numéro, enfin, nombreux et nombreux. Voilà, soyons inclusifs. Donc, merci à vous. On a la chance d'avoir avec nous pour ce premier numéro Jean-Philippe Moreux, donc, qui est chef de mission IA à la Bibliothèque nationale de France. C'est un numéro qu'on avait envie de programmer depuis un bon moment. L'idée étant certes de parler IA, puisque c'est des sujets quand même qui sont assez présents maintenant dans nos discussions depuis l'arrivée de ChatGPT et des générateurs de textes, mais qui sont dans nos métiers à nous, peut-être présents quand même depuis de nombreuses années. Et quand on a préparé ce numéro avec Jean-Philippe, je lui demandais aussi peut-être de faire un point sur tout ce qui avait été fait depuis de très nombreuses années avec les nouvelles technologies et l'intelligence artificielle dans le domaine du patrimoine, qui n'a pas attendu ces dernières grandes avancées qui ont bousculé nos habitudes à toutes et tous. Donc voilà, je lui ai demandé un vaste programme à tenir en 1 heure, mais c'est un peu le principe des 11-12. On demande l'impossible à nos intervenants et en fait, ils y arrivent toujours très bien. Donc on est ravis. Je vais juste donner quelques petites règles de bonne pratique pour la grande majorité d'entre vous. Vous l'avez fait, mais si vous voulez bien nommer vos vignettes avec vos noms et prénoms, c'est plus facile pour nous de vous retrouver. Voilà. On a des collègues des archives départementales que je suis ravie d'accueillir, mais dont je ne sais pas encore qui est-ce. Donc, je serais voilà, plus qu'enchantée de savoir qui est là. Si ceux qui ont des caméras et qui ne sont pas dans un petit coin de leur maison ou en tout cas en train de faire 3 milliards d'activités veulent mettre leur caméra, c'est toujours sympathique pour nous de voir vos visages. Bien sûr, je sais que c'est pas tout le temps possible, donc on vous en voudra pas si vous le faites pas, mais c'est toujours plus agréable d'avoir des visages que juste les noms. Pour vos questions, vous pouvez les poser à tout moment dans le chat. Si vraiment ça éclaire un point de notre propos, on les posera à Jean-Philippe au moment de son intervention. Sinon, on les prendra à la fin. Et ce qu'on vous propose, puisque en fait vous êtes jamais tous à avoir envie de prendre la parole en même temps et rarement à avoir envie de prendre la parole, mais on aimerait que vous le fassiez. Si vous avez envie, levez la main avec la petite icône qui le permet en bas de votre fenêtre Zoom. Vous avez des emojis possibles et vous pouvez lever la main. Et en fait, si vous avez envie de parler, on vous invite à le faire parce que c'est votre numéro et l'idée, c'est plutôt d'échanger que d'être tout le temps très descendant. Donc, n'hésitez pas à poser toutes vos questions. Ce sera d'autant plus riche et d'autant plus sympathique. Voilà. Et j'ai tenu en 3 minutes et je ne veux pas prendre plus de temps de parole à Jean-Philippe parce que le numéro est déjà très, très court. Donc, un grand, grand, grand merci à toi d'intervenir aujourd'hui dans ce premier 11-12. On est vraiment ravis de t'accueillir et ravis à l'idée de t'écouter parler de tout ce panorama des nouvelles technologies, de ce que ça va changer à notre rapport à nos métiers et ce que ça va faciliter, questionner, inquiéter, bouleverser, en tout cas interroger nos métiers. Merci beaucoup Jean-Philippe et je te Ouais. laisse la parole. Merci Emmanuel. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais vous partager la présentation. A priori, c'est en plein écran. Oui, ça marche Ouais, tout très le monde la bien. voit? Ouais. D'accord. Alors, effectivement, le programme est très très vaste. La demande initiale couvrait l'IA et le patrimoine au sens large, avec bien sûr un focus sur ce qui s'est passé ces dernières années. J'ai essayé de partir d'un peu plus loin que 2022 et de vous parler en particulier de numérisation, mais on le verra, de numérisation, indexation, diffusion des collections au sens large. Pour démarrer cette présentation, dans un premier temps, peut-être vous dire comment on envisage les usages au sens large de l'IA, encore Ah une non, fois, à mais la non. BNF.
Ah, on a un Il micro n'y a pas que qui. ça Alors, coupe. si vous Il y a voulez que ça coupe. bien tous couper vos micros, parce que ça, voilà, ça interfère forcément avec Ah, les mais je suis fou. interventions. Alors, je ne sais pas, Oh non, non, elle est pas belle en plus. Bénédicte, tu es vu, c'était toi, je te coupe le son. Pouf, voilà, Oui, c'est bon. merci Manu. Oui, je disais pour démarrer, peut-être vous montrer comment on s'est organisé, comment on a organisé la gouvernance ou le pilotage de cette activité, de nos ambitions en la matière, à la BNF en particulier, donc dans un premier temps. Bon, je vais pas m'appesantir sur ce qu'est la BNF, mais c'est une collection, des collections désormais massives. Depuis 2021, cette ambition aussi de passer d'un mode semi-organisé à un mode avec une gouvernance de notre activité, de nos ambitions qui s'incarne à travers une feuille de route IA qui couvre les années 2021-2026. Et puis, je détaillerai juste après notre programme d'activité pluriannuel en termes d'expérimentation, mais aussi en termes, on le verra, de projets de réalisation, de projets d'implémentation. Et puis, c'est bien sûr, on n'est pas seul hein, à travailler avec nous-mêmes. C'est essentiellement travailler avec l'IA, c'est essentiellement travailler avec des partenaires industriels, des partenaires académiques et puis bien sûr des usagers. Cette feuille de route, quelques mots. Comme le disait Emmanuel, l'IA, l'IA d'aujourd'hui est relativement différente de l'IA d'hier, mais ça reste quand même malgré tout une veine technique qui trouve ses racines dans les années 50, 60. Alors, sans remonter aussi loin, je rappelle ici qu'au tournant des années 2000, il y avait déjà des projets européens ou déjà des projets nationaux qui visaient l'IA appliquée au patrimoine, donc en particulier dans l'activité de numérisation. Euh, Numérisation des images, transformation des imprimés en texte avec l'OCR, qui est apparu dans le patrimoine dans les années 2010. Un OCR, c'est une IA à proprement parler. Alors bien sûr, l'animation de masse, ici et ailleurs, a changé la donne. Euh, on le voit aussi que la veine qui aboutit à ChatGPT en 2022 a démarré en 2012, 2013, 2014. Donc l'IA connexionniste, l'IA des réseaux de neurones artificiels. Et là, le tournant, il est vraiment véritablement à cette époque, avec beaucoup de projets européens portant sur le patrimoine, l'usage de l'IA pour les besoins du patrimoine ou l'usage de l'IA dans des activités de recherche scientifique qui seraient assises sur des corpus documentaires, des corpus du patrimoine massif. C'est aussi, comme je le disais à l'instant, c'est aussi travailler en commun, travailler à l'échelle d'un secteur métier avec des collaborations autour de l'arrivée de l'IA dans le patrimoine, en particulier, je pense à FOLM. Alors, cette feuille de route IA, pour être un peu plus incarnée, elle se décline en 5 axes ici, à la BNF, et elle vise notamment à se dire que l'IA, c'est pas qu'une technologie, ou une palette, une famille de technologies. C'est aussi une manière de contribuer à la transition numérique d'un établissement, d'un opérateur du patrimoine. Ça nous permet aussi de reconsidérer la façon dont on fait de la recherche. C'est bien sûr des actions de transformation de l'établissement dans toutes les dimensions, donc les compétences de nos collègues, l'infrastructure technique, en particulier les systèmes d'information, les collègues de l'informatique, comment s'adapter, comment profiter de cette évolution technologique. Et puis, c'est ce programme pluriannuel de réalisation qu'on va creuser juste après. Alors, sans rentrer trop dans les détails qui sont plus là du ressort qui intéresseront plutôt les collègues de la BNF, euh, comme je le disais, ces 5 axes se déclinent sur des actions concrètes qui peuvent relever soit de l'investissement dans de l'infrastructure, dans la formation, formation du personnel. Et ça peut être aussi, bien sûr, de l'investissement informatique, c'est aussi, bien sûr, des projets. Alors, je vais beaucoup inciter après dans la deuxième partie de la présentation sur ces projets. Alors, comment on s'organise très concrètement en termes
de la place de la gouvernance de l'IA au sein de la BNF, on sait, cette gouvernance elle s'articule autour d'une cellule qu'on appelle la cellule IA, qui représente l'ensemble des communautés métiers de la BNF. C'est une cellule transverse qui réunit soit des personnes, des agents à temps plein, soit des agents qui donnent une délégation de temps, pour participer à l'activité de la cellule. Cette cellule a la vocation à organiser. Elle, en propre, elle ne réalise pas. Mais par contre, elle coordonne, elle anime, elle cherche des financements, elle appuie différentes typologies d'activités. On voit aussi que cette cellule, aujourd'hui, elle a 5-6 personnes, comme je disais, à plein temps ou pas. Autour de cette cellule, on peut estimer qu'entre 30 et 50 personnes sont impliquées à proprement parler dans des projets, des activités au quotidien. Et plus largement, aujourd'hui, on peut estimer que entre 120 et 150 personnes, euh, voire un peu plus même aujourd'hui, je dirais, sont sensibilisées au sens que soit elles participent à des activités, soit elles ont reçu une formation, soit elles ont assisté à une présentation webinaire, ou elles ont lu, par exemple, une revue interne ou une revue publiée par la BNF ou concerne euh, les usages ou la trajectoire de la BNF au regard de l'IA. Comme je l'évoquais, là, c'est une cellule transverse qui est en interaction forte avec un certain nombre de partenaires internes, mais finalement quasiment tous les services, et on le voit en particulier depuis un an. Tous les services, tous les départements, toutes les typologies de métiers sont concernés. Mais bien sûr, on a des relations très fortes avec les collections, avec l'informatique, au sens du système d'information, avec notre Data Lab, qui lui est en interaction avec, en particulier avec l'écosystème de la recherche, et puis avec nos collègues de la stratégie et de la recherche. Donc une délégation support pour cette activité de R&D. Alors je parlais à l'instant de ce programme pluriannuel. Qu'est-ce que ça recouvre? Euh, c'est un programme de projet, donc très simplement, c'est un programme qui vise à coordonner et à organiser la vie ou la naissance de projets qui, à un instant T ou de manière structurelle, ont une relation avec l'IA. Alors, pour nous, et je pense que pour vous tous et c'est quasiment un lieu commun de dire qu'un projet IA, c'est un projet comme un autre. Simplement, euh, euh, il utilise à un moment donné de sa vie un ou plusieurs techniques qui relèvent de l'IA. Alors, ça reste un projet classique qui a un cycle de vie, qui interagit avec différents partenaires, différentes parties prenantes, et qui peut partir d'une idée, qui peut être portée par la cellule IA ou pas. De plus en plus, j'y reviendrai, les idées qui émergent sont portées par nos collègues, qui peut suivre un cycle d'expérimentation ou un cycle en amont de recherche-développement et qui arrive à une incarnation, une industrialisation, une implémentation. Et donc là, ça devient un projet, ça devient un logiciel, ça devient un service. La cellule IA, comme vous le voyez, elle accompagne la première partie du cycle de vie de ces projets. À un moment donné, le projet est mûr, il passe en réalisation. Donc là, c'est une équipe projet qui est dédiée. Et comme toute équipe projet, elle vise à réaliser l'idée, le projet. Euh, alors, c'est un graphe très compliqué, on va pas l'imaginer, on va pas le détailler. C'est juste pour vous montrer à quoi ressemble notre programme de projet pluriannuel. Sans le détailler, on voit à travers en particulier le code couleur qui est affiché en haut à droite de votre écran que la totalité de ces projets quasiment peuvent être agrégés en 5 axes qui sont assez classiques, qui relèvent des métiers des bibliothèques ou même du patrimoine au sens large. Le catalogage, le signalement, la gestion des collections, les collections numériques et les collections physiques, l'exploration, l'accès à ces collections pour nos publics. Tout ce qui relève plutôt de la médiation, de la valorisation, de l'éditorisation des collections. Et puis, peut-être un axe un peu nouveau qui est l'aide au pilotage, l'aide à la prise de décision. Une répartition aussi en termes de quel axe est le plus présent aujourd'hui. Alors,
Voilà, c'est une image, une captation de l'instant T à la BNF aujourd'hui. Vous voyez assez classiquement les projets qui relèvent de l'exploration, de l'analyse, l'amélioration de l'accès. Donc là, on pense bien sûr au portail d'information, au portail de dissémination de nos collections. Sont les projets qui utilisent de manière historique le plus l'IA et donc qui sont le plus représentés dans notre programme. Comme je l'évoquais à l'instant, utiliser l'IA avec des objectifs d'aide à la prise de décision ou de l'aide au pilotage d'un établissement. Ouais. On peut penser par exemple à l'aide au pilotage financier de l'établissement, de l'aide au pilotage du bâtiment lui-même, notamment en termes d'économie d'énergie. Ce sont des ambitions qui sont récentes, qu'on voit poindre depuis 1 an, 2 ans à peu près, mais qui ne sont pas encore nécessairement incarnées par des projets. Une autre dimension de ce programme de projet pluriannuel, ce qu'on appelle l'IA du quotidien, euh, qui se décline en fait à travers un programme d'expérimentation IA interne qui est ouvert à tous les agents et qui leur permet d'exprimer des idées ou des besoins, de les accompagner dans la réalisation, l'expérimentation de ces idées à travers un programme qui a lieu une fois par an. Donc, on est à la deuxième édition de ce programme et qui permet d'associer un porteur de projet et un développeur de la DSI. Alors, dans un cadre contraint, hein, qui est celui d'une année à peu près, entre 6 mois et une année par projet, avec 40 jours dédiés par projet du dit développeur. Mais ça nous permet encore finalement d'expérimenter, de tester, d'éprouver des idées au regard de ce que peut faire la technologie aujourd'hui en interne, donc sans dépendre de financement externe, sans non plus s'engager dans des projets au long cours du type des projets que je vais vous montrer juste après. Et jusqu'à présent, bah, ce programme a été vraiment couronné de succès puisqu'on a réalisé dans la première édition trois prototypes et cette année, on a reçu un peu plus d'une vingtaine d'idées qui vont être alors, on ne pourra pas réaliser les 20 projets ou les 20 idées, mais on s'est engagé à réaliser à peu près une dizaine de projets cette année. Et je ne sais pas si tu Ouais. as prévu, c'est quel genre de projet sur enfin, un exemple de... Ouais. Alors, je vais en parler juste après les typologies de projets avec quelques exemples. Mais on peut voir là dans la dernière partie de la slide en bas à gauche quelques exemples qui en fait euh, recouvrent les 5 domaines que j'ai exposés juste auparavant dans notre programme de grands projets au sens des projets financés Mm, sur mm, une durée plus longue. Et finalement, c'est les mêmes typologies de besoins, de projets, mais à moindre échelle. Donc ça peut être, par exemple, travailler sur une collection de photographies dans des ateliers de restauration. Ça peut être comment intégrer un agent conversationnel dans un service d'accueil du public. Ça peut être comment aider à rétro-cataloguer une collection ciblée qui est propre à un département. Donc c'est mm. à chaque fois comment la technologie peut aider soit une activité du quotidien de tel ou tel service ou agent, soit travailler sur une collection qui n'est pas forcément celle des collections publiques. Ça peut être aussi comment travailler sur les données internes de l'établissement. Donc Et du coup, les agents, comment ils font pour faire remonter leurs idées? Enfin, comment ça se il y passe a un appel à projet, il y a un appel à projet en annuel interne, quoi? en Mm. interne qui est lancé à l'automne. Cette semaine, on va choisir les projets parmi la vingtaine de dossiers soumis. Donc, articuler, faire en sorte que toutes les typologies de besoins soient représentées, toutes les directions, les départements et des projets retenus, et voir aussi comment on articule les besoins relativement aux capacités du DSI à mettre à disposition des développeurs. Voilà. Ok, merci bien. Alors, j'ai tenté de découper la présentation plus concrète avec des exemples de projets en trois volets. Bon, c'est un découpage parfois quelque peu artificiel, mais en démarrant par la numérisation pour arriver à la diffusion. Alors,
En particulier par rapport à la demande d'Emmanuel, évidemment, la numérisation, c'est une activité qui a démarré ici et ailleurs dans les années 90, qui continue. Pour autant, on a pu voir que l'IA, alors soit de manière prospective, soit déjà en action, et je donnerai quelques exemples, peut avoir un rôle bénéfique ici, puisque c'est une activité de masse, répétitive, euh, pour laquelle on peut imaginer que l'IA va apporter ses capacités à faire des choses de manière automatique et sur des quantités de données ou des collections massives en particulier. Il peut s'agir de tenter d'améliorer la qualité, par exemple détecter les erreurs de numérisation. On peut aussi se dire qu'on va tenter à cette étape de la numérisation déjà d'enrichir les documents ou la collection, par exemple détectant de la structure. Euh, on l'a vu à la BNF, alors j'étais pas là physiquement, mais la BNF a commencé à numériser dans les années 90. L'OCR, c'est le début des années 2010. Aujourd'hui, on peut faire de l'OCR avec un téléphone portable. C'est un outil qui est complètement banalisé. On pourrait se dire aussi qu'au moment de la numérisation, on va tout de suite utiliser de l'IA, bah, par exemple, pour détecter quelle langue est portée par un imprimé ou un manuscrit, ou faire tout de suite de l'OCR, parce que c'est une technologie qui s'est vraiment banalisée. Je vous montre ici un exemple de nos collègues de la Bibliothèque de Norvège qui, lorsqu'ils numérisent des périodiques reliés, donc ce sont des périodiques qui arrivent à la Bibliothèque nationale déjà reliés. Donc là, il s'agit je pense, de presse régionale. Ils vont tenter de détecter, d'exemplariser les fascicules automatiquement. Donc en numérisant un fond complet qui arrive quotidiennement de périodiques reliés, arriver au moment de la numérisation à exemplariser et à voir le grain du fascicule. Donc ça se fait avec euh, des, euh, des algorithmes ou des modèles de détection de feuilles de titre. Donc c'est vraiment de l'analyse d'image. Un autre projet qui est plus prospectif, qui réunit le Musée des Arts Décoratifs, l'École des Chartes et puis la BNF, avec l'idée en arrière-plan d'échapper je dirais, à la fatalité du fonds qui sera jamais catalogué parce qu'il est trop massif par rapport aux capacités de catalogage, d'exemplarisation. Donc là, c'est l'exemple du MAD avec un fonds d'1 million de documents qui relèvent enfin, qui appartiennent, qui sont gérés qui sont conservés au cabinet des estampes, des dessins. Vous voyez des échantillons de papier peint, de la photographie, des dessins d'architectes, l'incapacité du fait des ressources humaines en présence à cataloguer ce fonds. On pourrait se dire, au moment où on va numériser, ben, on va cataloguer de manière automatique en parallèle, c'est-à-dire générer des prénotices et tenter d'identifier ce qu'on est en train de numériser et donc de cataloguer. Donc, par exemple, pour les papiers peints, les décrire autant que possible avec quelques éléments de contenu. Et là, pour l'exemple du côté droit de votre écran, des dessins d'architectes, tenter là aussi de décrire qu'il s'agit d'un dessin coloré, qu'il s'agit de décoration d'intérieur et qu'il s'agit éventuellement de mobilier qui sont mis en scène. Donc ça, le faire automatiquement de nouveau avec des modèles d'analyse d'image. Ici, un exemple d'un prototype qui nous vient du Rijksmuseum à Amsterdam. Sur l'écran, vous voyez un téléphone portable qui est, on imagine être porté par un collègue dans les collections d'affiches. Euh, Est-ce que cette affiche, donc le chat noir, qui est prise en photo par le téléphone mobile, donc c'est l'étape 1, dans les magasins, est-ce qu'elle est déjà numérisée? Est-ce qu'elle existe déjà dans le catalogue? Est-ce qu'il s'agit juste d'un exemplaire supplémentaire qui serait à décrire? Donc ça se fait automatiquement en direct, en photographiant, filmant l'affiche. Et le système est en capacité, par des modèles d'analyse visuelle et de similarité visuelle, de dire oui, cette affiche, elle existe déjà, elle est déjà numérisée dans Gallica en 5 exemplaires. Alors, si on continue dans cette activité de numérisation jusqu'à l'indexation,
On imagine et bien sûr que les grands modèles qui sont arrivés en 2022, que tu évoquais, Emmanuel, dans leur capacité à traiter le texte, l'information textuelle, alors qu'il s'agit d'informations structurées ou d'informations non structurées, pourraient nous aider dans cette activité de catalogage. Par exemple, dans le même objectif que précédemment, hein, qui portait sur des images, là, faire en sorte d'aligner, d'identifier des entités textuelles ou donc des faits des entités du structurées, des entités du catalogue qui représentent la même chose. Donc ces modèles de langue ont la capacité de réaliser ce type d'objectif. Je suis pas sûre d'avoir compris l'exemple précédent, Alors ce que c'était censé. là, l'exemple, c'est une expérimentation qui est déjà ancienne, de 2022, qui se disait, bah, dans notre catalogue, on a une entité qui a été décrite, une entité géographique, Dieppe, Seine-Maritime, Château, donc ça c'est une entité rameau. Mm, Et on a aussi une autre entité rameau qui est décrite différemment. Et pour elle, elle est décrite château-musée Dieppe-Seine-Maritime. Mais en fait, c'est la même entité du monde réel qui est représentée différemment euh, pour, voilà, pour différentes raisons. Mais pour autant, est-ce qu'un modèle de langue peut se dire, mais ça, ce que tu me présentes là, ces deux lignes de texte, elles se rapportent à la même entité. ok. Et donc, de fait, ça permet d'automatiser ou d'aider à l'automatisation de ces rapprochements Mm, entre mm, entités. ok. Un autre démonstrateur interne, je ne vais pas le décrire en détail, mais ça reste exactement le même contexte que tout à l'heure. L'étape 1, on est en train de numériser des plaques argentiques qui nous viennent de l'agence Roll, donc une agence de photographie de presse. Est-ce que cette plaque, elle a été utilisée par la presse au moment de la prise de vue? Et si oui, probablement on va la retrouver dans la collection de presse numérisée dans Gallica. Et si on la retrouve, bah, ça va aider à remplir la notice du catalogue, puisque la plaque argentique en question, en général, on a juste une date de prise de vue, parfois un lieu, mais on n'a pas grand-chose de plus. Donc si jamais le modèle visuel arrive à parier entre l'étape 1, la 2 et la 3, bah, le collègue qui est en train de cataloguer, il va avoir accès à de l'information qu'il va pouvoir intégrer dans le catalogue. Alors là, un exemple qui est issu du programme d'expérimentation interne de la première itération, donc il y a 2 ans, qui s'est appuyé sur un fonds de photographie des ateliers de restauration. Donc les collègues prennent des photos lorsqu'ils sont en train de restaurer les ouvrages. Donc ils prennent des photos avec leur appareil photo, leur téléphone portable. Et finalement, sur 30 ans d'activité, on a à peu près 100 000 photographies et qui ne sont pas décrites. Ce sont juste des photographies. Et pour autant, c'est pas très intéressant pour eux de se retrouver des photos. Et ils savent pertinemment, par exemple, qu'ils ont travaillé sur un Marocain rouge il y a 3 ans, une couverture. Mais ils cherchent, et chercher dans 100 000 photos à la main, c'est pas possible. Donc l'IA peut permettre à la fois de faire des recherches par similarité, donc exactement le même cas de figure que tout à l'heure, et puis aussi aligner les dossiers de travail, qui sont la description textuelle de l'activité de restauration, avec le catalogue et avec les photographies qui ont été prises en atelier. Je parlais d'indexation des collections. En particulier, on peut penser aux collections spécialisées qui ont été numérisés, qui ont été ossérisés, mais là on voit très clairement que ossériser un catalogue de vente et ossériser un imprimé de littérature générale, c'est pas forcément la même chose. En tout cas, les utilisateurs de ces collections attendent plus, et par exemple, hein, ils attendent à ce qu'on leur mette à disposition une base de données qui parlerait de la vente d'un tel ou tel objet, associé à des informations intéressantes, la date de la mise en vente, le prix, la description de l'objet. Et ça passe par, et quand on donne les quantités, qu'il s'agisse de la collection de la BA9 ou celle de l'INHA, les catalogues de vente, la collection se mesure en dizaines de milliers de documents. L'IA, très certainement, pourrait traiter en quantité, isoler le grain intéressant, c'est-à-dire celui de l'objet mis en vente, et extraire les informations pertinentes.
Donc ça, c'est un projet de recherche en cours. Un autre projet qui s'est terminé, qui là aussi porte sur des collections spécialisées, donc des collections de manuscrits, de partitions musicales manuscrites. Retrouver le copiste ou retrouver le compositeur qui lui-même a copié sa partition lorsque ce scripteur n'est pas connu. Là aussi, l'IA peut permettre d'associer sur des critères purement visuels, donc la typographie, lorsqu'il s'agit d'imprimer, la manière d'annoter ou la manière de transcrire une partition musicale. On va tenter d'associer une base de données de scripteurs connus avec des scripteurs inconnus. Un autre exemple de projet en cours, qui est donc un projet de R&D, encore une fois financé par l'ANR, là qui concerne plus particulièrement la presse ancienne, se dire que là aussi, comme dans l'exemple des catalogues de vente, on aimerait bien avoir accès à l'article et pas uniquement au fascicule numérisé dans son intégralité. Extraire éventuellement, là, vous le voyez sur l'exemple, des tableaux. Là, on a affaire à un tableau de chiffres. Et se dire qu'aujourd'hui, des modèles IA spécialisés peuvent faire en même temps l'ossérisation, l'extraction d'informations dans la composante textuelle du document et extraire aussi de la structure. Donc là, en particulier, extraire les titres, extraire cette notion d'article en une seule passe. Auparavant, les étapes antérieures, enfin en tout cas les pratiques antérieures, c'était d'enchaîner un certain nombre d'étapes techniques pour réaliser cette numérisation étendue, enrichie. Pour finir, pour passer d'un autre de ces projets plutôt d'expérimentation, un projet de recherche, à un projet industriel, au sens où il est en cours de réalisation et il a une finalité très pratique, qui est celle en 2026, d'ouvrir une base de données qui référencerait la composante iconographique de tout Gallica. On le voit, les objectifs sont très simples, hein, c'est de passer de la numérisation classique, donc l'étape 1, où on numérise des documents à l'échelle de la page, à une base de données qui référence la composante, là pour le coup, iconographique de tous les documents, donc de toutes les pages déjà présentes dans Angelica, d'ouvrir une base publique, d'ouvrir bien sûr un moteur de recherche qui permettrait à tous les réutilisateurs, hein, bien sûr, les utilisateurs internes. Bien évidemment, Gallica serait le premier utilisateur de cette base iconographique, mais aussi les chercheurs, le grand public qui aurait besoin de chercher de l'illustration, des contenus iconographiques à travers un moteur de recherche. Donc ça, c'est un projet industriel au sens où il associe des opérateurs du patrimoine, donc l'INHA et la Bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg, pour ne pas les citer, d'autres partenaires de Gallica, et puis un partenaire technique de réalisation, la Javanese, et puis un partenaire, bien sûr, du financement, puisque ce projet a été financé par France Relance, France 2030. Un autre projet industriel, alors bon, un jargon interne. Il s'agit vraiment de projets de réalisation, c'est-à-dire qui ont une finalité de proposer à la fin un nouveau service à notre public ou un nouveau service interne lorsqu'il s'agit de faire évoluer le système d'information, le back-office. Là, c'est un projet qui associe des opérateurs privés de l'écosystème de l'IA, et l'INA et la BNF, autour de cette ambition de créer des modèles qui seraient en capacité de bien parler français, de connaître la culture francophone, et donc pas uniquement de s'appuyer sur des GPT ou des modèles américains, et qui implique donc de travailler, de collaborer avec des partenaires techniques qui se sont engagés à produire des modèles adaptés aux Français. Alors, l'autre intérêt de cette typologie de projet, c'est d'adapter ces modèles au cas d'usage du patrimoine. Donc, par exemple, dans le cas particulier de ce projet, on va chercher à améliorer l'OCR qui était produit depuis 15 ans avec ce grand modèle francophone
C'est aussi aider nos collègues des métadonnées, nos collègues du catalogage, à expérimenter des prototypes ou mettre en œuvre vraiment des services qui ressemblent aux services que j'ai décrits tout à l'heure, hein, donc aider au catalogage. Pas remplacer cette activité de catalogage, mais l'outiller avec des dispositifs de semi-automatisation. Euh, pour finir ce volet de diffusion, on a parlé de ce que peut faire l'IA dans les étapes de numérisation, d'indexation, bien évidemment, et je donne un exemple ici qui relève encore une fois de la diffusion des images. L'IA a la capacité de traiter de très grandes quantités de données ou de documents, de synthétiser ces corpus ou ces jeux de données massifs et d'interagir avec l'utilisateur. Donc là, on voit un exemple assez ancien, mais qui est toujours d'utilité, qui permet de visualiser un nuage d'images. Donc là, nos collègues de la contemporaine à Nanterre l'ont appliqué sur une collection de plusieurs dizaines de milliers de photographies d'un photographe des années 70-80. Le nuage, alors vous pourrez cliquer, de toute façon la présentation sera publique, mais vous pourrez aussi le voir en direct. Ce nuage est interactif et il permet automatiquement, si jamais on se dirigeait vers le bas du nuage, d'avoir accès à quasiment la totalité des prises de vue qui relèvent de manifestations sur la voie publique ou de réunions de personnes à grande échelle, au sens où l'IA, là encore une fois, par similarité visuelle, est en capacité d'agréger des photographies qui traitent plutôt du même sujet. Et excuse-moi, du coup, c'est-à-dire que en fait, dans un corpus donné, l'IA permet de, par similitude de visuel, de Ouais, regrouper, et c'est-à-dire que le nuage, en fonction de là où on se déplace, tout à fait. a des sujets visuels différents. Ouais, tout à fait. Donc, lorsqu'on zoome dans ce nuage, on va voir apparaître des photographies qui se ressemblent plutôt. L'IA à ce stade ne comprend pas, hein, bien sûr, ne sait pas qu'il s'agit de manifestations. Par contre, elle voit que ces photographies, cet agrégat se ressemble beaucoup. Et après, les collègues de la contemporaine, au moment de l'exposition Elie Kagan, ont associé à ces nuages des étiquettes textuelles qu'on voit sur le côté gauche de l'écran. Et ça, c'est l'apport de l'expertise euh, de- du muséographe, puisqu'il s'agissait là d'une exposition publique. Dans le cas d'une activité d'indexation ou de valorisation, de visualisation, bah, ça serait un humain qui dirait: Ah oui, ce nuage tout en bas, là, ce sont des photos de manifestation. Et donc là, les étiquettes textuelles sur le côté gauche ont été produites par un humain. En fait, du coup, ça veut dire que sur cette technologie-là, on pourrait donner un corpus d'images et après, l'apport, on va dire, expert de métier Ouais, ouais, viendrait réorganiser thématiquement ouais, les tout à regroupements qui fait. auraient été produits visuellement par le... Voilà. OK. Donc là, c'est un regroupement thématique qui a été fait dans le cadre de l'exposition. Donc il y avait une dizaine de groupes de ce type, hein. On en voit quelques-uns, l'architecture, scène de rue, etc. Pour des besoins de muséographie, on pourrait très bien faire la même chose pour des besoins d'indexation. Et on se dirait, ben, on va créer plus d'agrégats, une centaine qui correspondent au fond, au contenu. Et puis ces étiquettes textuelles, on va les réintégrer, une fois on les a choisies, on va les réintégrer dans le catalogue. Et donc, on pourrait très bien imaginer que, par exemple, si on va plus loin, on pourrait agréger plusieurs technologies en disant, bah, on regroupe visuellement toutes ces images-là. Et par exemple, sur l'outil tout à l'heure qui corrigeait les autorités Ramos, s'il y a plusieurs personnes qui travaillent sur ce corpus de données et qui n'auraient pas un vocabulaire ou des ontologies communes, pourraient être corrigées après automatiquement par rapprochement. Ouais, tout à fait, ouais. Ce sont des modèles, alors soit qui font, de fait, on en a vu, hein, qui fonctionnent que sur le texte, que sur les images. Là, c'est que sur les images. Depuis 2023-2024, on va en parler juste après, on a vu apparaître des modèles qui sont en capacité de traiter quasiment tout. Et en fonction des besoins, des cas d'usage métier, on peut être amené à conjuguer un, deux ou plusieurs modèles Mm. et de les faire fonctionner pour différents contextes. Ok.
Alors justement, voilà, ça c'est un autre, euh, une autre application de ces modèles, encore une fois sur les images. Là, j'en parlais à l'instant, en 2022-2023, on a vu apparaître des modèles qui sont en capacité de traiter à la fois le texte et l'image. Euh, Ils peuvent soit décrire des images, donc ça, c'est le cas de figure qui est tout en bas de l'écran. Décrire cette image en quelques mots, c'est la question de l'utilisateur qui est posée au modèle. Et le modèle répond, ben voilà, il s'agit d'une caricature de 5 hommes, etc. On peut aussi faire en sorte que ce modèle trouve des images à partir d'une question qui est exprimée, encore une fois, en langage naturel. Donc, les deux exemples en haut à gauche et en haut à droite sont cette modalité. Là, on interroge le modèle, on lui dit, bah, cherche-moi des estampes japonaises avec des arbres. Le côté droit de l'écran, c'est cherche-moi des illustrations de mode avec des robes bleues. Donc ça, c'est typiquement ce que peuvent faire ce type de modèle aujourd'hui. Mm. Et il n'y a aucun travail en amont, hein, encore une fois. On nourrit le modèle avec des images et ensuite on interagit avec le modèle. Donc c'est quand même une révolution significative par rapport aux années antérieures. Un autre exemple, encore une fois, qui fait écho à ce que je disais à l'instant sur les collections spécialisées, donc toujours le cas des partitions. Là, on voit apparaître depuis, c'est pas récent, mais là, ces modèles sont devenus extrêmement performants, en particulier pour les partitions imprimées, un peu moins pour les partitions manuscrites. Mais là, ce sont des techniques qui permettent de transcrire une partition musicale numérisée dans Gallica. Donc, c'est la partition en rose pâle là, dans l'écran. Et côté droit de l'écran, c'est une partition qui a été produite, une partition numérique qui peut être jouée, éventuellement qui peut être alignée avec un concert. Donc là, vous voyez trois médias, la partition historique numérisée, la partition musicale qui est numérique produite, qui est numérisée, qui a été transcrite automatiquement, et puis la synchronisation qui est faite avec une, une œuvre. Donc là, c'est une vidéo, mais ça pourrait très bien être un audio. C'est-à-dire qu'à partir de la partition musicale, il arrive à retrouver la version audio de la partition musicale de départ? Non, alors, c'est pas complètement automatique, mais il arrive à synchroniser la partition avec le son, Ok. qui est celle du concert qui a été enregistré. Un autre exemple qui est de plus en plus prégnant dans notre univers et au-delà dans l'écosystème industriel, est-ce que ces modèles de langue peuvent être utilisés comme des agents conversationnels? Alors, pour accueillir du public, on a un certain nombre de cas de ce type. Pour renseigner le public on pourrait imaginer sur les heures d'ouverture des bibliothèques, sur les services qui sont disponibles à un instant T dans une bibliothèque. Là, c'est un projet qui vise à évaluer si un agent conversationnel pourrait être intéressant dans le cas d'un usage au sein d'un portail. Donc là, c'est en particulier Gallica. Il pourrait s'agir d'un portail de catalogue en ligne. Est-ce qu'un agent conversationnel peut permettre de répondre de manière plus pertinente ou aider les utilisateurs à interagir avec nos portails d'information? Euh, Là, c'est le cas de Gallica. Est-ce que par rapport à une demande qui est faite par un ou deux mots-clés par nos utilisateurs, est-ce qu'on peut arriver à préciser, à clarifier ce qu'ils aimeraient chercher, quelle est leur intention première lorsqu'ils passent par la médiation du moteur de recherche et des mots-clés? On a vu apparaître aussi, par exemple en 2023, du côté du Luxembourg, un- peu ou prou les mêmes bases technologiques. Donc, c'est de nouveau, ce sont des modèles de langue, là, en particulier c'est ChatGPT, qui va interagir avec l'utilisateur dans un portail d'interrogation, enfin de recherche dans la presse quotidienne numérisée. Et dans le cas du Luxembourg, qui va permettre, par exemple, d'interagir sur une collection qui est trilingue, donc allemand, français, luxembourgeois,
qui va permettre de chercher de manière plus pertinente avec cette capacité à entrer dans le document. Et ensuite, lorsque on imagine que l'utilisateur est satisfait par la liste de résultats, donc là, on voit euh, six fascicules de presse qui ont été remontés par le moteur. Et là, l'utilisateur va commencer à interagir avec les contenus eux-mêmes. C'est-à-dire, il va poser des questions à travers la médiation de l'agent ChatGPT. Il va poser des questions au contenu. Donc là, vous voyez, on passe de la modalité antérieure, je cherche des documents, à je cherche des documents. Une fois que j'ai trouvé des documents qui me paraissent pertinents, ben, je vais commencer à interagir avec les documents en posant des questions, en tentant d'extraire de l'information qui m'intéresse. Donc vraiment une transformation significative qui permettent d'interagir non plus avec les documents, mais avec les informations qui sont portées par les documents. Alors ça se fait avec, bon, on va pas forcément détailler l'architecture technique, mais ça se fait avec des modèles, en particulier des modèles qui permettent de sémantiser les articles, et puis un agent conversationnel, donc là c'est le cas de ChatGPT, qui lui est au contact avec l'utilisateur final. On est dans les temps, j'ai l'impression. Oui, Et en conclusion, oui, juste quelques éléments synthétiques. On le voit en particulier avec les derniers modèles que j'ai pu évoquer avec vous. Aujourd'hui, il existe des solutions quasiment prêtes sur étagère qui sont infiniment plus performantes que ce qui était l'état de l'art il y a 3-4 ans. Et finalement, aujourd'hui, la question, c'est d'opérer des choix en termes des choix techniques, bien sûr, des choix aussi en termes de coûts. Il s'agit du coût d'usage ou du coût d'implémentation, d'intégration de ces solutions techniques sur étagère. Par contre, ce qui n'a pas vraiment changé, c'est qu'il s'agit toujours, comme je l'ai évoqué en première partie, il s'agit toujours de projets informatiques, donc de projets numériques. Donc, il s'agit toujours d'être en capacité de mener un projet. Et donc, de fait, ça implique des enjeux d'accès aux collections, aux données au sens large, hein, donc des enjeux d'infrastructure informatique. Euh, il s'agit aussi de coûts de développement logiciel. Un projet avec de l'IA à l'intérieur, ça reste un projet qui utilise des technologies très classiques, des bases de données, du web, du développement. Donc, de fait, on imagine très aisément qu'à l'arrière-plan, il y a des enjeux de choix, de priorisation et de financement de ces projets. L'IA apporte, je dirais, du nouveau en termes d'éventail de services ou en termes d'automatisation, mais pour autant, il s'agit toujours de projets informatiques. et oui. Du coup, j'invite les participants, s'ils le souhaitent, à interagir ou en tout cas à poser des questions. On a encore quelques minutes ensemble. Mais du coup, sur ce que tu disais au démarrage sur l'expérimentation, il y a des choses qui concrètement sont en train d'être testées à la BNF et quasiment en production. Donc, il y a le Gallica Image qui arrive en 2026. Peut-être si tu veux en parler plus, ou en tout cas Alors des oui, services qui là, sont clairement... ouais. Oui, tout à fait. Euh, on a un certain nombre soit de prototypes, soit de produits de l'activité de recherche ou de R&D ou d'expérimentation à petite ou à grande échelle qui sont en cours d'intégration. Alors, Gallica Image reste le gros projet en ce sens que c'est un projet très ambitieux qui vise à transformer la principale avec le catalogue général, hein, le principal silo de données de la BNF. Donc, de fait, c'est un projet qui dure longtemps, qui a nécessité un financement significatif. Pourtant, il y a d'autres projets qui sont en cours d'intégration. Argimi, l'autre projet, lui, a une durée de vie un peu plus courte, 2025-2026. Lui, il vise aussi à intégrer directement dans le système d'information un modèle qui pourrait faire de la post-correction de l'OCR. Hmm. On pourrait se dire aussi après-demain, une fois qu'on a industrialisé le premier modèle dans une chaîne de traitement de la numérisation, on pourrait se dire, mais on peut faire autre chose. On pourrait, par exemple,
Enrichir la collection textuelle avec des informations qui sont pas toujours présentes. Par exemple, la langue des documents, elle n'est pas toujours connue. Extraire les entités qui sont présentes dans les textes, les entités au sens les noms de personnes, les toponymes, ça pourrait être très intéressant. Mm. Les modèles aussi savent le faire très bien. Donc, on le voit aussi, la première étape, ou en tout cas la première marche dans l'IA au sein du système d'information, elle est souvent coûteuse, elle est complexe. Mais une fois qu'on a franchi cette première étape, on est en capacité de faire beaucoup plus et de profiter de cette première étape. Parce que l'architecture technique, les métiers, les savoir-faire ont franchi cette première étape. Alors, juste avant de laisser la parole à Fabienne Gelin qui a une question, il y a Sylvie Petit qui voulait revenir sur des éléments de définition de HTR et Ah LLM, oui, si, oui, voilà, parce que c'était pardonnez-moi, oui, ouais. c'est du jargon. Alors, les LLM, c'est les grands modèles de langue. GPT et ChatGPT, dans sa version conversationnelle, sont des modèles de langue, dans ce sens qu'ils ils ont été entraînés pour parler, entre guillemets, donc pour reproduire euh, et comprendre, là aussi, entre guillemets, hein, c'est une compréhension statistique, et donc à manipuler de l'information textuelle. Et HTR, c'est le pendant pour le manuscrit de l'OCR, c'est reconnaître l'écriture manuscrite. H, c'est pour handwritten. Merci beaucoup. Puis je laisse la parole à Fabienne Gelin qui de Vichy. Oui, dans la suite de tout ça, merci pour cette présentation déjà très enrichissante. Je me posais la question parce que nous, dans nos petits établissements, ces projets, ils font rêver, mais on sait très bien qu'on ne pourra pas les lancer. Est-ce qu'il y a déjà des mises à disposition de certains outils qui ont été mis au point ailleurs? Et est-ce que les fournisseurs d'outils de catalogage s'approprie parfois certains. Est-ce que ça commence à être intégré carrément dans les outils de catalogage? Alors, ma connaissance, c'est en cours. Je pense pas que ça soit déjà sur vos postes de travail, mais oui, oui, bien sûr. Au même titre, je pense que les prestataires de numérisation, depuis 10-20 ans, ont intégré, alors on ne le voit pas forcément nous, hein, mais ils ont intégré dans leur chaîne de production ce type d'outillage, ce type d'aide à l'automatisation. Donc, je pense que certainement, c'est en cours d'intégration du côté des outils de catalogage. Pour rebondir aussi sur ce que vous disiez, en termes de capacité à tester ou voir implémenter cette technologie, je dirais que c'est beaucoup plus facile qu'il y a 3-4 ans. On voit apparaître des projets de ce type qui sont portés par des bibliothèques universitaires ou alors, des petites bibliothèques nationales. Alors, c'est pas un critère de jugement, mais on voit apparaître soit des expérimentations, soit vraiment des concrétisations de l'IA sur des collections qui ne sont pas forcément massives ou sur un petit objectif, mais qui peut être satisfait par des technologies de ce type. Parce qu'aujourd'hui, la barrière à l'entrée, en tout cas la barrière technique, elle est bien moindre. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que c'est moi qui monopolise la parole pour toutes les questions? Ah, il y a Laurent, donc je coupe mon micro et je laisse la parole à Laurent. Oui, merci pour la présentation. Moi, je questionnais comment étaient du coup fait les choix de l'environnement technique, parce que tous les projets, vous avez cité quelques LLM et d'autres outils, et comment en fait est déterminé ce choix, et est-ce qu'il y a une volonté en fait d'aller de plus en plus vers une démarche open source affichée et une forme de souveraineté avec des choix comme Mistral? Oui, oui, ce sont des enjeux, bien sûr, très prégnants. Le projet Argimic, je citais un projet financé par un BPI France, donc par définition, on s'est engagé à produire des livrables open source. Donc il s'agira de modèles qui seront placés en open source, donc réutilisables, en particulier le modèle qui sera entraîné à corriger l'OCR ou à finalement améliorer du texte OCRisé. Donc ce modèle en particulier pourrait être utilisé par tout acteur du patrimoine, public ou privé, puisqu'il sera placé en open source. C'est également le cas du projet Gallica Images, où les modèles d'indexation des images que j'ai évoqués tout à l'heure seront également placés en open source, parce que là aussi, c'est un projet financé par l'État.
Donc, ce sont des modèles, par exemple, qui vont segmenter au sens ils vont trouver où sont les illustrations dans une page numérisée. Ils vont tenter de décider est-ce que c'est plutôt une photographie ou est-ce que c'est plutôt un dessin. Donc, cette palette de modèles sera placée en open source. Et nous-mêmes, lorsqu'on a affaire à un prestataire de service qui va travailler avec nous sur ces projets, en général, on privilégie l'open source. Euh, pour des enjeux très clairs hein, de capacité nous-mêmes ensuite à maintenir, à opérer la solution technologique, pour des enjeux de coût aussi. Euh, Appliquer un modèle, par exemple, un modèle d'indexation visuelle sur 100 millions d'images, c'est un coût si jamais le modèle en question est un modèle commercial. Du coup, est-ce qu'il va y avoir une tendance à aller vers, à s'appuyer de plus en plus sur les outils que propose Mistral pour abandonner Llama que j'ai vu citer, ChatGPT qui était aussi cité, Liava? Euh, c'est certainement. Alors, vous savez, c'est très compliqué de qualifier un modèle. Est-ce qu'il est vraiment open source? Est-ce qu'il est semi-open source? Ça reste encore une jungle à la fois technique, et un écosystème assez complexe à appréhender. Mais certains modèles sont plus open source que d'autres. Donc, c'est clairement vers cette typologie de modèle que l'on se dirige. Et sans exclusive. Là, le projet en question associe la BNF, l'INA et Mistral, mais bon, il n'y a pas d'exclusivité. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Sinon, je poserai une dernière question que j'avais posée, alors qui sera bien trop grande pour les 4 minutes qui nous restent, 3. Mais moi, je m'interrogeais aussi beaucoup sur les usages, en fait. C'est la question que j'avais posée aussi quand on préparait le rendez-vous, c'est-à-dire à quel moment, en fait, on répond à un besoin et à quel moment on anticipe des usages ou on anticipe des besoins. Et en tout cas, sur la première partie de la présentation, il a été question effectivement de répondre à des idées de collègues dans l'établissement qui ont des vraies problématiques et comment on arrive à trouver un équilibre entre voilà, de répondre réellement à un besoin et une attente ciblée et à quel moment peut-être on est arrivé à créer le besoin qu'on imaginait enfin, auquel on imaginait répondre. Alors, je vais attendre que ce soit lui qui réponde et pas moi, parce que sinon, je serais bien embêtée pour le faire. Mais voilà, de retour avec nous. Oui, oui, excusez-moi. Je t'en prie. Euh, alors, je dirais, on part toujours des besoins. On part toujours, alors, soit des besoins qui ont été exprimés de manière explicite par nos communautés d'usagers. Donc, c'était vraiment le cas pour Gallica Images. Hein. C'est à l'époque, 2016, 2017, 2018. C'était plutôt la communauté académique des chercheurs qui s'intéressait à l'illustration au sens large et plus uniquement aux documents. Et donc, comment fournir des corpus iconographiques à des équipes de recherche? Par exemple, la publicité dans la presse au début du XXe siècle. C'est pas évident hein, de créer un corpus de ce type dans Gallica. Mm. Donc, les prémices de Gallica Images, c'était cette époque-là. Les gros projets de collaboration avec la recherche. Aujourd'hui, et également à travers le programme d'expérimentation interne, on voit émerger des besoins et qui peuvent émerger du métier, donc des agents en situation, ou des usagers qui sont confrontés à nos services. Donc à chaque fois, je dirais, ce sont les besoins qui pilotent les choix. Alors après, par contre, il faut arriver à prioriser les besoins au regard des capacités. Au regard des capacités. Eh bien, merci beaucoup. On arrive au terme de ce 11-12. Merci beaucoup, Jean-Philippe, de tous Merci à ces vous. éléments, tous ces projets qui nous ont été montrés. Comme Laurent le mettait dans le chat, on vous invite à déposer les sujets que vous voulez voir traités dans le 11-12 sur le petit dispositif La Parenthèse.
Alors, il faut renchérir sur les sujets de vos collègues. C'est ce qui nous permet de les prioriser ou pas. Parfois, il y a des sujets qui sont très, très compliqués à traiter. On ne les met pas sous le tapis, on va le faire, mais c'est vrai que vous êtes plein d'imagination et parfois c'est un peu compliqué, mais ils arriveront en temps et en heure. Vous pouvez bien sûr retrouver l'ensemble des numéros sur la chaîne YouTube et celui-ci sera mis le plus rapidement possible voilà, pour les réécouter. En tout cas, si Jean-Philippe est d'accord, on mettra également à disposition la présentation pour que vous puissiez retrouver tous les projets. Il y en avait quand même beaucoup, donc je suppose que tout le monde aura envie de retourner les voir. Et donc, le prochain numéro du 11-12 interrogera le schéma départemental de développement de la lecture publique. Vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sur le site de l'agence et ça aura lieu le 20 février. Pour certains nombres d'entre vous, je vous dis à très vite, puisque lundi et mardi, ce sera le colloque patrimoine sur les notions de territoire. Alors, j'en profite pour le dire, mais ça sera envoyé demain via la commission patrimoine de l'agence et je le transférerai sur Bibliopathe. Les interventions seront retransmises en direct. Donc, si vous n'avez pas pu vous inscrire, vous pourrez écouter les interventions. Et si ceux qui seront sur place, eh ben, on sera ravis de partager tous ces moments avec vous. Un grand merci Jean-Philippe pour cet exploit. Encore une fois, réussi 1 heure pour traiter un sujet bien, bien vaste. Et en tout cas, le dialogue, il est installé et il va continuer lors de nombreuses rencontres. Merci à vous tous et puis ben, Merci. une bonne rentrée à tout le monde, une bonne journée et bon Bonne journée. appétit. Merci beaucoup. Bonne journée.